Bonsoir à tous, Azul. Merci d'être aussi nombreux pour cette soirée commémoration qui va concerner mon mari. Petit mot tout d'abord au début, donc Damoud, comme nous on l'appelle familièrement chez nous, a écrit 4 romans, il a écrit des pièces de théâtre. Il a aussi été une des chevilles ouvrières concernant la préservation du patrimoine immatériel, donc oral. Pour cette évocation, nous aurons avec nous Hassim Tanjaoui, homme de théâtre, poète et écrivain. Ben, qui est ce passeur de lumière que tout le monde connaît, qui a été aussi homme de radio, tout comme moi, donc qui est aussi quelqu'un d'actif dans le domaine culturel. Et Mohamed Kemar qui nous présente toute une thématique sur Damoud, là-haut, donc ce que vous avez pu voir comme expo. Donc lui-même est aussi donc, écrivain. Donc c'est tous ces avis que nous allons passer cette soirée. Première question sera, je vais poser donc à Mohamed, qui est lui a fait donc, la présentation, a fait une présentation là-haut. Donc lui-même donc est passionné de littérature. Il a écrit sur le théâtre notamment. Dans l'entretien qu'avait fait Damoun avec Djaoud, il faut que je mette mes lunettes parce que je n'ai pas. C'est l'âge. Donc alors, Damoun disait les 4 romans que j'ai écrits réfèrent chacun à un aspect et comme à une étape de la vie du peuple algérien durant cette période à la fois décisive et difficile. Donc la colline oubliée, c'est le tuf ancestral, celui sur lequel tout le reste allait pousser. Le sommeil du juste, c'est le lieu des situations bloquées et qui appelle d'en sortir. L'opium et le bâton, c'est l'épreuve de la libération et la traversée, les lendemains de fête. Ça résume un peu le parcours d'Amourou, donc en même temps qui traverse l'histoire de l'Algérie. Donc il a été un témoin et assez distancié. Oui, merci d'abord pour cet accueil de l'ACP qui nous a permis encore une fois de nous retrouver ici. Merci au public. Et puis merci aussi pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter, voir un peu l'expo. Je vais dire juste pour ne pas trop monopoliser la parole pour l'expo. Donc c'est une expo que nous avons réalisée à Marseille avec quelques associations partenaires. Donc l'idée de l'expo en fait c'était d'essayer de brosser un peu cette thématique à embrasser Mamri à travers son œuvre, quoique nous n'avons pas la prétention de reprendre à travers une expo toute la densité et la diversité de l'œuvre de Mamri, mais c'était juste pour donner une idée un peu de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a pensé, etc. Parce qu'on a repris des citations, des entretiens, etc. que nous avons puisés, donc c'est un travail à peu près d'une année parce qu'on a regroupé même des interviews qu'il a données, par exemple un journal au Liban, l'Orient le jour dans les années 57-58. Donc tout ça fait que participe en fait de notre effort de promouvoir à la fois tout ce qui a été écrit justement par rapport à la question identitaire, la question culturelle et mieux faire connaître Mamri par ceux qui sont moins portés par la lecture de ces romans. Le deuxième aspect que je voulais souligner, c'est que l'œuvre de Mamri s'intéresse aussi à une dimension tragique, c'est-à-dire qui a été, de mon point de vue, qui a été un peu négligée par toutes les personnes qui ont travaillé sur son œuvre, c'est-à-dire ceux qui ont écrit des thèses, qui sont penchés un peu sur son écriture, parce que Mamri s'est intéressé à la question tragique, aux aspects dramatiques des situations, et qu'il a jugé que seule la dramaturgie, la tragédie pouvait restituer tout le foisonnement de ces questions sociétales qu'il a abordées. Et c'est pour ça que j'avais parlé de la Cité du Soleil, du banquet qu'il avait écrit, la Cité du Soleil, qu'on a pu mettre en scène avec nos amis du Grenoble, qui a été joué à Tizi Ouzou, à Béjaïa et à Grenoble, à Marseille.
Par contre, le banquet, moi, il me semble, à ma connaissance, n'a pas fait l'objet ni de thèse, ni d'approche, etc. Le banquet, c'est une pièce de théâtre de près de 400 pages. Donc, Mamri a dû condenser pour les besoins de l'édition, mais elle parle justement de l'extinction, de la conquête espagnole, des Aztèques, des Mayas, etc., vers 1535. Et donc, Mamri rappelle un peu de cette époque-là. Et paradoxalement, on parle du texte sur les Aztèques plutôt que sur le banquet. Le texte des Aztèques est un texte de Mamri de présentation. Et juste un dernier mot pour dire que Mamri, qui nous a habitués à des temps un peu nuancés, moins polémiques, etc., quand vous lisez le texte, la morale sur des Aztèques, je peux vous dire qu'il est très très virulent à l'égard des conquérants qui veulent niveler les cultures, homogénéiser les identités. Donc je vous invite à le lire. Et puis voilà, la dernière chose, moi aussi je pense que cette idée d'unité dans l'œuvre de Mamri est très importante dans le sens où la colline oubliée, effectivement, c'est le tuf ancestral. Il disait lui-même que cette colline oubliée que va être tissé. Le sommeil du juste évoque la longue marche du processus de prise de conscience nationaliste. L'opium et le bâton le projettent au cœur des terribles épreuves de la guerre de libération nationale et de manière dramaturgique, il nous fait ressortir que les dormeurs du sommeil du juste vont se révéler des artisans de la prise de conscience nationaliste, prélude à la longue marche de libération. Quant à la traversée, le dernier roman est en quelque sorte la synthèse de cette trilogie. Les caravaniers de cette traversée du désert, je pense que certains d'entre vous l'ont dit, pour moi, il fait presque office de ces caravaniers de cette traversée du désert sont à la fois les témoins d'une époque, incarnant les espoirs des uns, les illusions de ces années post-indépendantes et les lendemains de fête. Tout à l'heure, si on a le temps, moi je vous lirai un texte justement sur ces lendemains de fête que Mamri a écrit dans une de ses pièces de théâtre qui s'appelle Ténéré Atavik aussi, qui n'est pas très connu aussi. Je vous remercie. Mohamed, donc, puisque tu parlais du théâtre, la seule pièce qui a été jouée, donc c'était dans les années 60, c'était le Fun, monté au TNA. Et je me rappelle que Sidi Ahmed Agoumi me disait que le rôle de Tariq qu'il avait interprété était pour lui un événement marquant, parce qu'il s'en souvenait encore. Et le Fun, donc c'était une pièce jouée en français, c'est la seule œuvre adaptée au théâtre. Non, je vous disais qu'après il y a eu deux tentatives, c'est-à-dire que la Cité du Soleil qui a été adaptée d'un auteur du Moyen-Âge. En Algérie, c'était la seule qui a été d'ailleurs jouée, il me semble, une seule fois. Et il n'y a pas eu d'autres après, donc il a fallu attendre les années 90, les années 2000, pour que les textes de Mamri soient repris par des jeunes troupes, parce qu'il faut savoir aussi que dans les années 80-90, il y avait un mouvement assez large à la fois de contestation en Kabylie, mais aussi d'émergence un peu de toute une pépinière d'artistes autour du théâtre, de la dramaturgie, de la chanson, et c'est ce mouvement-là qui a porté un peu, qui a fait ressurgir quelques pièces de théâtre, etc. Et pendant ce mouvement-là, il faut pas qu'on oublie aussi l'hommage qu'on doit rendre aussi à quelqu'un qui a joué un rôle fondamental, c'était Mohamed Bouyahiya. Donc le théâtre c'est l'oralité, l'oralité c'est aussi la poésie c'est aussi une littérature, une forme de littérature qui devrait être aussi, comment dire, magnifiée et préservée. Damoud a fait en sorte que les poèmes de Simouhan, que ce soit la poésie profane, la poésie sacrée soit préservée. Il est parti même aussi recueillir donc dans la poésie dans le Halil de Gourara. Toi-même, toi qui est aussi dans la poésie, qui est dans l'oralité, parce que donc tu as dialogué le film, entre autres Farman Soumer. Tu as été aussi parolier de nombreux chanteurs et chanteuses. Cette oralité, donc ça t'interpelle toi aussi. Oui, merci. Bon, je vais préciser quand même que Farid Mamri est le cousin de Mouloud Mamri, hein, parce que comme il y a d'autres familles Mamri ailleurs,
c'est peut-être bien de le préciser. Et même Mohamed il est de Bniani, donc du même patelin. J'ai eu l'honneur et la chance d'avoir dialogué avec lui, voilà. échangé avec lui. Je vais plus parler de l'homme, parce que quand on a connu Mamri, on ne peut pas l'oublier. Parce que quand on parle avec lui, on avait l'impression de devenir intelligent. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous raconter deux anecdotes. La première, une fois, on sortait des cours de berbère et comme de temps en temps, on faisait un bout de chemin ensemble. On montait la rue des Douches, lui il allait vers le Crap, et moi je l'accompagnais soit pour aller à la radio, soit pour aller ailleurs. Et puis on était en train de marcher, de discuter, et voilà qu'un étudiant, enfin quelqu'un qui s'est présenté comme étudiant, nous arrête. Il a reconnu bien sûr Ben Mouloud. Et puis il commence à parler, mais vraiment, il parlait. Bon, moi je voyais qu'il disait rien d'intéressant, bon, on pouvait continuer notre chemin, mais Ben Mouloud, j'étais surpris par son attitude, il était là, il l'écoutait comme s'il était en train de lui raconter des choses vraiment intéressante, lui révéler des secrets de l'histoire, etc. Bon. Ça a duré un bon moment, et Delmouloud était là, patient, à l'écouter. Ah oui, c'est ça, ah oui. Bon, puis à un moment, le gars a fini son discours, il a fini par partir. Puis je dis à Delmouloud, je dis, mais Delmouloud, qu'est-ce que c'est que cette patience-là, que tu supportes ce genre de discours comme ça? Il me dit, tu sais, mon fils, il me dit, dans tout le flot de paroles qu'il a prononcé, il se pouvait qu'il y ait un mot qui lui échappe, et que je sois en train de le chercher depuis des années. Ou alors me donner une vérité historique, un témoignage de quelqu'un qui m'a jamais fait connaître ce témoignage et tout. On me dit, en chaque humain, il y a toujours une richesse. Voilà. Ça, c'était pour me dire, c'est là que j'ai appris peut-être une leçon extraordinaire sur le fait que être intellectuel, c'est d'abord savoir écouter. Eh ben non, puisque vous intervenez. Voilà. Donc c'est comme ça, cette leçon première dont je pouvais parler. La deuxième, je devais aller avec ma compagne française qui est là, on devait aller à Timimoun. Donc j'ai été voir Delmouloud. Je dis, voilà, on va partir à Timimoun. Qu'est-ce que tu nous conseilles d'aller voir en priorité? Elle m'a dit, je ne te conseille rien du tout. Voilà, je te donne les coordonnées d'un ami, tu vas le voir. Effectivement, il m'a envoyé chez son informateur principal là-bas, qui vient de décéder il y a 3 ou 4 ans de ça. Certains le connaissent. D'ailleurs,
certains ont peut-être vu dans la salle, il y avait projection d'un petit film, un documentaire qui a été fait par des gens de Timimoun pour parler de la naissance de la préparation du livre sur l'Ahlil du Gourara, qui a été fait par Mamri justement. Et cet homme-là était vraiment, il nous a reçus vraiment d'une façon extraordinaire. Il nous a montré ce qu'il fallait nous montrer, etc. Il nous a même organisé des petites séances d'Ahlil, ce qu'ils appellent Tegerret. Tegerret, c'est une séance de répétition, de préparation du grand Ahlil. Et Ben Moulay m'a présenté aussi un autre membre du groupe d'Ahlil, du Gourara, qui s'appelait Ben Mahmi. Ben Mahmi, qui était âgé, il devait avoir, en tout cas, plus de 15 ans par rapport à Del Mouloud. Il était plus âgé, beaucoup plus âgé que Del Mouloud. Mais alors, il me parlait de Del Mouloud. J'ai été surpris de l'entendre me dire Del Mouloud. Or, ce titre de Da, on l'utilise par respect pour des personnes plus âgées. Et comme lui, il était plus âgé que Del Mouloud, j'ai dit, ben mamie, toi, tu ne dois pas appeler Del Mouloud, tu l'appelles Mouloud, tout simplement. Ah, il me dit, ah non, je ne peux pas ne pas l'appeler Del Mouloud. Pourquoi? Il me dit, j'ai vu cet homme faire des kilomètres à pied dans ce sable, dans ces pierrailles, tout simplement pour aller chercher un petit quatrain dont il a entendu parler, qui était détenu par un vieux ou une vieille dans un endroit complètement perdu. Et il m'a dit, je ne peux pas oublier que c'est grâce à Mamri qu'aujourd'hui Timimoun est connu, que l'Ahlil est connu. Donc je ne peux pas ne pas l'appeler Del Mouloud. Voilà, deux témoignages. Et d'ailleurs, dans le documentaire qu'il y a en haut, tous les témoins parlent de ça, de cette reconnaissance envers le travail qu'a fait pour eux Del Mouloud, le nombre de fois qu'il est allé là-bas, les efforts qu'il a fait pour apprendre la langue, pouvoir écrire, chercher des traducteurs, etc. Voilà. Maintenant, bon, on ne peut pas parler de Del Mouloud sans parler en kabyle quand même. Et tiens, à propos de ça, j'ai aussi un autre souvenir. C'était lors de la création de l'association Simhandoumhand à Michli, à El Hammam. On a été invités, donc on était 4 à la tribune. Il y avait Del Mouloud, il y avait Tahar Siddiq, Tahar Djaoud et moi. Bon, c'était pour parler de Simhandoumhand. Et à la fin, on s'est retrouvés comme ça avec Del Mouloud côte à côte. J'ai vu ses yeux briller. Il était aux anges. Et à un moment, il me dit, et dire que c'est la première fois que j'ai pu faire une intervention dans ma langue, dans mon pays, et devant mon public.
c'était la première fois. Et il était heureux comme tout. Voilà. D'ailleurs, cette conférence-là, puisqu'on a parlé de ses œuvres, il y a un travail extraordinaire qui a été fait. D'abord, quand on avait créé l'association Fela à Alger, la première année après sa mort, donc pour lui rendre hommage, on s'est réunis au niveau de l'association. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui rendre hommage? On a émis plusieurs idées, et puis moi je leur ai dit, écoutez, la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de faire connaître ses idées. Et comment? Del Mouloud a publié dans plusieurs journaux, dans plusieurs revues, parfois au pays, mais surtout à l'étranger. Donc on va essayer de réunir tous ces textes qui n'ont pas toujours été portés à la connaissance du public algérien. Donc on va réunir ces textes. Bon, et on a décidé de le faire. Donc j'ai contacté ses enfants, et puis d'autres amis, chacun a ramené ce qu'il a pu recueillir comme publication, et on a publié la première mouture de cette réunion de textes. C'était culture, tu te rappelles du titre? Culture savante, culture vécue. Hein? Culture savante, culture voilà, vécue. culture savante. Ça va l'arriver. Oui. Ah ben, oui, il était là-bas aussi. Oui. Alors, donc, on a publié ça. Mais c'était finalement un travail fait rapidement. Plus tard, il y a eu quelqu'un d'autre, Berrichi, Boussad Berrichi, qui a fait un travail vraiment beaucoup plus complet, où il a réuni même des textes, bon, par exemple des textes comme ça, de Mamri à Michelet, au Maroc, même à la radio, des émissions que Mamri avait fait avec des amis de la chaîne 2, avec Boukhar Fab, Gerfi et tout ça. Donc, il a même réussi à récupérer ces textes-là, et il a fait 2 volumes, dits et écrits de Mouloud Mamri. Malheureusement, on ne peut obtenir cet ouvrage-là, ces 2 volumes, qu'au niveau du CNRPH, l'ex-CRAP, à Alger. Il faut aller là-bas pour se les procurer. Mais c'est un travail vraiment des plus importants qui a été fait sur l'œuvre de Moulin. Oui, un travail exhaustif. Il manque un texte. Il manque un texte que nous avons publié à Fela. C'est le texte de 1938. Oui, voilà, de la revue Agdal. Il n'a pas été tendre avec la société berbère d'ailleurs. Oui, je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été publié. Ah bon? C'est un parti pris dangereux. Hein? C'est un parti pris dangereux de soustraire Pourtant, il nous éclaire. Hein. Oui. Énormément. C'est un des rares où il y a un effort autocritique déclaré. Non, mais je ne vais pas aller plus loin dans les explications parce que je sais autre chose. Bon, donc voilà. Alors, je vais vous dire. Alors, ce que j'avais fait, là, c'était un travail que j'avais préparé
pour le centenaire de Del Mouloud qui a été organisé par le HCA. Donc j'ai pris le Haut Commissariat à la Mazirité à Alger. Donc j'ai pris quelques phrases de Del Mouloud que j'ai traduites en kabyle quand c'est du français et illustrées par des poèmes qui vont un peu dans le même sens. Et des poèmes qu'il a publiés, soit des poèmes de Simohan, soit poèmes anciens. Voilà. يكتشا محمد زواو التزيويني هذا ليسا هذاك ديفك يون وذم من تموس سنين هذاك دي قيم تاو جديد هذاك دي تسالس اين كان ذوين نان يمزور عينيك سي محمد ينام قول لا سيدي زي وزو ارمي داك فادو ورحت من ديالنا اللال انا الرز ولا نكنو اخر ذا والسو عند تحززني الشيفان الغربات ورادك قرو والهار ذا ننفو ولا لاعقوب يجري الفان ثموسني كان النيج تسواينا الشيخ محمد الحسيني نا وين يسنن يتشاور وينا ذشي وين يسنن وريتشاور وينا ذا نفس الشيء وين يسنن وين ورنسين ورنتشاور وينا ذو الشيء ورتيلي دارا دي مدهاش داراش يستدهاش وشلاوة اسمن يافن نرلوش برقموش يطيج رقن ولا أورق يولو غبار آمر رزقو قيمنا أيام كراز متلشلاش تخليض ما ترجيض مغيم أيا صقاد الحناش وين ذسم أيدي تساوي ويلعبن قالت خلفياش ويسن تمديث السني أور تضرو يذون أيا تولا أمسكلو إيو ميكز من يزوران دي تزوارا زكزاو يفريس دي تسواث سلاو يضر التجرى نبلاي زوران لا قراريس تمتسانت سي محمد ينا أفسني مقرق تفسوث أرجاز تنطوط ربحن ياكم الدن فلاس البعض ثفرارس تاغوث اسم الكيث ذي تمورث اتسرى الصبا كلاس البعض الربح يفوث ويسن دا يموت الران تمدلين فلاس تسوسمي غاس تتبع الوقات وثقينا راه غرسنت سو مرار أريد تم المقس الشيخ محمد الحسيني النعم لوليا ندت سيلين هاثن ديت الدرداقل أيام جهاد غفلا عيال وذاك يتسجون نفقن
تشتشن الحباب دي مولان يفن الحجاج يشوقن بس اسمي ماشي ذا الورد كان ماشي ذا قنين وميد الزين الصوار يوسف قاسينا شباغ بورنكاتو الزال أمين السندن سوفال شباغ بورنكاتو الزال يشمث وقوسيس أمين السندن سوفال ذوين إذن سياليس نغاف صيح ذيك المثال ورنسفرو يسقي خفيس Voilà, il faudra que je sois trop long. C'est un florilège, j'ai entendu Youssef Rassi, Siwahan, donc c'est un florilège de poètes que tu as déclamé. Mais en lien aussi avec ses propres préoccupations. Oui. D'ailleurs, c'était Cheikh Ampateba qui disait un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est donc, Damoumoud avait fait ça, ce travail-là, donc de récupération de tout ce patrimoine oral, immatériel, pour le préserver. Aussi, Tanjaoui, j'aimerais bien que tu dises aussi un petit mot sur cette question-là, toi qui as aussi fait du théâtre. Écoutez, quand l'invitation m'a été faite de participer à cette évocation, sérieusement, j'ai travaillé et j'ai fait un texte comme on prépare un exposé. Mais maintenant que je viens d'entendre la langue, eh bien, je vais faire pareil, en vous précisant que je fais partie d'une génération qui a reçu la littérature algérienne dans les années 60-65 comme un coup de poing dans la figure. Nous sortions d'une époque très dure, nous y étions. Le coup d'État de 65 avait fait son œuvre, l'arabisation était lancée. Lancé, je précise, par les écoles coraniques. Nous étions des jeunes révoltés parce que nous voyions devant nous les effets de l'abandon de la paysannerie et des villes. Et c'est ça le contexte. Et nous avions un curieux sentiment d'abandon, surtout quand on entendait les pays autour dire leur admiration pour ce phare de la révolution qu'était l'Algérie. C'est très important que vous reteniez ce contexte. C'était ça. Nous avions 15-16 ans, nous vivions cette situation politique et on a pris dans la gueule la littérature algérienne. Je vais citer le quatuor fondateur. C'est Pharaon, Katb, Mamri, Dib. Dans cet ordre-là, non pas dans l'ordre des publications, des dates de publication, mais dans l'ordre de ma découverte personnelle. Je vous les ai dit dans cet ordre. Et donc, je suis élève de l'école normale d'instituteur de Constantine, et nous avons eu la chance d'avoir des livres et des profs qui nous ont encouragés à lire. Et je dois dire que quand Ben m'a parlé de cette manifestation, je me suis immédiatement plongé dans l'état où j'étais quand j'ai découvert la colline oubliée. Donc je vais immédiatement au texte. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Et une scène que vous connaissez probablement tous. Alors, cette scène, c'est le passage du col, le passage fatal. Voilà comment commence le passage du col, l'épreuve des épreuves.
on vient de quitter le carnet de Mokrane. Il s'est refermé. Le narrateur prend le relais. Je dis, le mieux était donc de faire vite pour passer avant une éventuelle chute de neige. Mokrane le sentit bien, et pourtant il ne fit rien pour hâter sa marche. Il allait comme un somnambule, d'un pas égal et lent, comme quelqu'un qui sait qu'il va à son destin. Je redis la phrase, parce qu'elle est importante. Comme quelqu'un qui sait qu'il va à son destin. Je poursuis. Les gros souliers à clous crissent sur les cailloux de la route à intervalles réguliers. Crac, crac. Il écoute, hébété, cette cadence sèche, monotone, indéfiniment répétée, qui le berce et qui lui permet de ne penser à rien. Après un crissement, il attend le second, et cette attente suffit à emplir toute sa pensée. Il ne regarde même pas les paysages qu'il traverse, n'entend pas le vent et le tonnerre déchaîné autour de lui. Et puis, voilà qu'une voix faible et harmonieuse de femme bat la mesure derrière lui. Crotte 1, je suis ta femme. Crotte 2, ta femme. Il se retourne et ne voit rien. Sourit béatement et continue. Crotte, crotte, font les gros souliers. Ouh, glousse le vent. Et soudain une voix courroucée lui crie aux oreilles. Je suis ta femme. Il se retourne de nouveau brusquement, mais rien. Une rafale malmenée des arbres dont on entrevoyait vaguement dans l'ombre les formes spectrales. Ses yeux se fermaient de sommeil. Plusieurs fois, il voulut jeter la musette et le burnous pour être plus léger. Mais comment se découvrir par un froid pareil et que manger en route? Plus loin, toujours le narrateur. Mais il avait appelé, car Mokrane vit distinctement Azi courir à lui dans une bourrasque. Elle avait le sourire grave qu'elle aimait prendre parfois et marcher légèrement sur un tapis de neige lisse. Ses pieds n'y laissaient pas de traces, tant ils semblaient à peine toucher terre. Il courut à elle dans la neige et de loin lui demanda en criant, pour dominer le vent, pourquoi elle n'avait pas sa broche ronde d'Aetiani. « Tu sais bien que je n'ai pas d'enfant, dit-elle, doucement, et elle lui sourit encore. Mais pourquoi ne voulait-elle pas approcher? Elle s'était arrêtée, immobile, et le regardait toute droite. Le plus étrange était qu'il ne sentait plus rien. Il marchait comme un automate, les yeux fixés sur Asie, toujours immobile et souriante. Il était plongé dans une béatitude délicieuse. Plus rien n'existait autour de lui, la neige ni le froid. Dans un espace vide où rien n'était, la tempête ni la voix. Ils étaient deux, Asie et lui. Il n'aurait même pas pu dire où il était, ni s'il était loin ou près de Tasga. Il était heureux, voilà tout. Mais pourquoi Asie ne voulait-elle pas avancer? Et voilà que Mokrane se précipite vers elle. Il l'atteignit comme elle lui ouvrait grand les bras. Il l'embrassa furieusement et la serra dans ses bras à lui rompre les os. Il sentit qu'elle avait encore la chair dure sous sa robe très fine. Il l'étreignit plus fort. La voix de Ménache, quelque part, chanta le train des morts. Ce fut la dernière chose dont il se rendit compte. C'est moi qui parle. Si j'ai souhaité relire et réentendre avec vous ce passage, cette scène capitale du livre,
c'est parce qu'elle a été le grand choc émotionnel ressenti au moment de sa découverte. En réalité, reçu comme un coup de poing. Car c'est une littérature du corps qui parle. Ce corps qui parle, si je puis dire, par tous les bouts. Par les blessures, la douleur, le froid, l'épiderme. Et dans les os, la peau et les membres, la buée autour de la bouche et dans le même temps l'odeur, le souvenir de l'être aimé, sa présence permanente et la présence de tous les autres. Une littérature de chair et de sensation, du vivant. D'ailleurs, donc ça c'est la colline oubliée. Ça a été donc, le projet longtemps porté par Abdelrahman Bourgueil, qui a réussi donc à le réaliser, à en faire un film. Tout comme après l'Opium et le bâton sera mis en scène par Rajdi, mais sauf que Rajdi, western, en termes d'économie. Puisqu'on parle donc, justement de littérature, moi-même, j'étais confronté, donc, je rappellerai un épisode tout simple. Quand j'étais lycéen, en seconde, on avait au programme l'Opium et le bâton, et toute la classe avait décidé que c'était moi et ma cousine, ma défunte cousine, la nièce de Daboumouz, Renima, qui allions faire l'exposé. Mais en fait, derrière l'exposé, ce qu'il nous demandait, c'était de raconter les choses à côté. Et donc, une fois l'exposé fini, deux copains au fond de la classe, qui vont devenir plus tard des journalistes, me posent une question, me disent: est-ce que Mouloud Mamri est contre l'arabisation? Bon, première question. Bon, d'abord, j'en savais rien. Je leur dis: bon, disons qu'il est pour le berbère. Et le deuxième reprend la même question: est-ce qu'il est contre l'arabisation? Là aussi, donc je dis: bon, il est plus pour sa culture, Et un troisième reprend la même question. Et mademoiselle Drouot, qui intervient, elle dit: bon, il vous a répondu. Là, donc, il faut prendre la question sa réponse comme définitive. Et cette réflexion de ma prof de français m'a servi à moi quand j'ai fait mon métier à la radio. Quand je posais une question à quelqu'un, quelle que soit la réponse qu'il me donnait, j'estimais que c'était sa réponse et je passais à autre chose. Voilà, maintenant pour revenir au théâtre, puisqu'on parlait de théâtre aussi, de cinéma, La Cité du Soleil, donc toi, ça t'avait inspiré. Merci, tout ce que je viens d'entendre, justement, extraordinaire, parce que ça confirme un peu cette vision que moi j'ai lue de la colline oubliée, et puis des œuvres après, etc. Ça m'a inspiré dans la vision dramatique de Mamri. D'ailleurs, là, je viens de faire un essai justement sur Mamri. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'exemplaires puisqu'il a été édité en Algérie, à Béjaïa, où j'ai parlé justement de cette vision dramatique de Mamri. Moi qui ai eu la chance d'échanger avec lui, il me racontait tout le temps qu'a été son émerveillement quand il a découvert un texte de Racine. Il m'avait dit à l'époque, il avait rappelé d'ailleurs dans l'entretien, je crois, avec Djaoud, que il n'avait pas très bien compris le sens, c'était au collège, mais en même temps, il a dit que je sentais que j'avais un penchant sur ce côté-là. Et moi, quand je me suis mis à analyser un peu tout ce qu'il a écrit comme texte dramatique, et malheureusement, par quelques-unes initiatives, ils sont très peu connus. Je parlais du banquet, de la Cité du Soleil, ou le fun qui a été joué une seule fois, etc. Donc cette vision dramatique, ça rejoint un peu ce que vous disiez il y a un moment. C'est-à-dire que quand vous lisez La colline oubliée, ce qui nous frappe, c'est une vision tragique. Alors une vision tragique, c'est pas dans le sens où Mamri serait passilliste, où il angélive un peu le passé, etc. Pas du tout. Mamri, moi, en tout cas c'est ma lecture, je veux dire, c'est qu'il y a un mouvement dans l'œuvre de Mamri, et un mouvement, et vous allez voir par exemple, moi c'est quelque chose qui m'avait frappé, toute cette œuvre dont on parlait, La colline oubliée, Le sommeil du juste, etc., il se passe dans il met en scène l'immense géographie de l'Algérie, et curieusement, moi j'ai vu dans La Traversée, qui est pour moi un livre révélateur, qui fait presque office de testament de Mamri. C'est extraordinaire. Quand je disais dans des tables rondes qu'on a animées à Marseille, à Montpellier, etc.,
Il me dit, quelqu'un qui me disait, mais j'ai jamais vu ça sur la traversée. Je dis, relisez-le. Je vois des choses extraordinaires, terribles, ce qu'il dit Mamri dans, par exemple, l'approche, on voyait dans Mamri, juste celui qui a mis en place la grammaire, etc., la question identitaire. Mais la question identitaire dans Mamri, elle est articulée à la question de mémoire dans laquelle il revient très souvent, et surtout, il est rattaché à la question démocratique. Donc Mamri, il s'inscrivait dans la perspective. Vous voyez, tous ces textes, il s'est toujours méfié de l'enfermement. Il a dit le meilleur moyen de tuer une culture, c'est de se couper du monde, c'est de vivre en autarcie. Et il a dit les envahisseurs. Et il rappelait par exemple des Aztèques, quand ils ont été colonisés par les Espagnols en 1535, il disait, en fait, ils étaient achevés. On a accueilli les Espagnols, ils ont dévasté les pays, mais il a dit ces populations en réalité, ils végétaient parce qu'ils ont perdu la mémoire de ce qu'ils étaient. Enfin, ce sont ses écrits. Et quand moi j'ai relu le banquet, les échanges entre les généraux, il a repris ça sous forme. Et c'est le seul texte de Mamri, enfin à ma connaissance, qu'il a écrit sous forme de théâtre. Donc il y a des répliques, il y a des passages, etc. Donc il a été construit de manière dramatique. Et précisément, par exemple, moi qui me suis intéressé parce qu'on avait mis en scène la Cité du Soleil avec une association de Grenoble, et on a mis en scène, on s'est intéressé, d'où il a tiré ce texte, la Cité du Soleil. Parce qu'on a cherché, et en fait, la Cité du Soleil a été inspirée par Tommaso Campanella, qui était un auteur dramatique italien. Donc c'était 1515, et ce Tommaso Campanella, il a passé 26 ans de sa vie en prison. Parce qu'il avait exigé, il a demandé la réforme de l'Église, et qu'il est moine. Il disait, tel que c'est parti, on parle. Donc il avait imaginé une république inspirée de la république de Platon. Alors quelqu'un qui lui a demandé une illustration de cette république, comment vous l'avez dit, vous n'allez pas nous faire un discours de 2 heures, il a dit non. La république, telle qu'on la conçoit, c'est une république qui a ce qu'on appelle, c'est le misène, qui a le sens de la mesure. Donc, il a dit, ben c'est simple, à chaque fois qu'il y a un pouvoir, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Et pour ça, il lui a dit, il est condamné pour hérésie. Et il passe 26 ans de prison. Et c'était pendant ces 26 ans de prison qu'il écrit La Cité du Soleil, qui a été reprise par Mamri. Donc on a retrouvé dans des archives à Rome, cette Cité du Soleil. Il y a un seul exemplaire qui nous est parvenu, le deuxième, une autre version a disparu complètement. Et quand on écrit cette cité quand Mamri a écrit cette Cité du Soleil, donc il imaginait cette Grèce du IVe siècle, etc. Mais quand on voit les allégories, les mises en perspective, etc., mais on s'est dit curieusement, on voyait l'Algérie des années 80, après Sokolfillah, après les queues, les produits qui disparaissaient. On s'est dit, mais attendez, du IVe siècle avant Jésus-Christ, là on est projeté dans les années 70-80, donc il y a véritablement un problème. Et puis il montrait une foule qui est perdue, complètement perdue, en lambeaux, et donc il disait, mais qu'est-ce que vous faites? Vous errez, vous faites qu'errer, etc. Il a dit, parce qu'on attend un Messie. Parce que nous, on a rêvé qu'un Messie va nous délivrer. Et Mamri fait apparaître un Amousnaou dans la foule comme ça. Et je vois que Mamri, souvent, il fait apparaître des prophètes dans des trucs qui disparaissent. Tout à l'heure, je vais vous lire un texte, justement, de la traversée, où il parlait des manifestations de joie et des lendemains qui déchantent. Je vais vous dire ça, je préfère lire un texte qu'il a écrit. Et donc, dans la cité, pour en revenir, je termine là, le Messie arrive et il a dit, moi, j'ai pas le pouvoir de vous délivrer. Il a dit, mais non, nous, on attend quelqu'un qui va nous donner les clés de délivrance de cette situation. Et il a dit, moi, je ne peux que vous éclairer. Et donc, c'était le message que Mamri devait délivrer. Et à un moment, vous voyez qu'il ne retenait pas les foules par son discours. Et Mamri a imaginé un mousnaou avec un singe sur l'épaule. Il a dit, peut-être que là, les gens ils vont faire attention à ce que je dis. Mais à un moment, il s'est rendu compte que les gens autour de lui, la foule, dans le 3e chapitre de la pièce, ils faisaient plus attention aux singes, qui les amusaient plutôt que ce qu'ils disaient. Il a dit, là, on rentre dans le siècle de la communication.
et lui dit, écarte-toi pour qu'on puisse voir le singe. Il a dit, mais moi je vous parle de vérité. Il a dit, mais la vérité, ça fait des années que tu nous parles, on ne la voit pas venir. Il a dit, mais l'important, c'est pas que vous l'allez trouver, l'important c'est que vous continuez à chercher. Ça, c'est comme ça que termine une des pièces. Et à un moment, il y a quelqu'un qui se lève, il a dit, celui-là, ça doit être, il a été sûrement ce prophète de malheur, il est envoyé par l'étranger pour déstabiliser notre belle cité. Et le peuple va dénoncer le Messie qui est venu les délivrer à l'armée. Il y a un général qui se pointe, à la deuxième pièce, il se pointe, il dit, mais comment pouvez-vous écouter un illuminé alors que nous passons nuit et jour à penser à votre bonheur? Et le maître est livré aux militaires. Et avant de partir, il a dit, pourquoi m'abandonnez-vous? J'ai les mains liées, mais le verbe libre, avant qu'il soit mis aux arrêts par les militaires. Voilà un peu le contenu de la Cité du Soleil qui nous interpelle. Je veux dire, près de 7 siècles après, la pièce est toujours d'actualité. Et pourquoi elle a été écrite en prison? Le gars, il a dû sa vie sauve, compagnie-là, qu'à l'intervention du cardinal de Richelieu, qui est parti en Italie, lui a dit, mais pourquoi vous avez enfermé? C'était un artiste, un poète. Il lui dit, parce qu'il est contre notre chère Église, et on l'a enfermé. Déjà, on a été clément, on ne lui a pas coupé la tête. Et c'est Richelieu qui la ramène, il finit ses jours en France. Il meurt en 1639. Voilà un peu ce que je veux. C'est très actuel. Parce qu'il y croit aussi. Je demande le micro parce qu'il y a une continuité entre ce que nous disons et notamment la référence à la Grèce. Je vais vous lire une phrase que vous avez déjà entendue. C'est la dernière phrase avant le décès de Moran, c'est la voix de Ménac, quelque part, Ménage, pardon, je le bretonnisais, chanta le train des morts. Ce fut la dernière chose dont il se rendit compte. Quand j'ai lu, donc relu 50 ans après cette phrase, je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que voulait dire un train. Le mot grec. Alors justement, et mon commentaire c'est, Mamri aurait pu écrire prière aux morts, lamentation, oraison funèbre, Kaddish. Il choisira ce mot précieux et rare, traîne, qui renvoie les autres termes à leur banalité. En un sens, dans un condensé de temps, 2 petites phrases, Mamri pose une bombe avec un mot qui contourne les monothéismes, qui les bypasse. Un mot de l'Iliade. Car son objectif n'est pas tant d'être compris que d'obliger le lecteur à faire un pas d'écart et s'interroger sur cette intrusion. Ce coup de génie, c'est la littérature. En une phrase et en un mot de 2 syllabes, c'est un passeport pour 3000 ans d'histoire. En fait, il faut dire aussi que Damoud a été prof de latin, prof de grec, et donc en même temps il cherchait toujours les mots précis pour essayer d'exprimer sa pensée. Oui, mais son propos n'était pas que le lecteur comprenne. Oui, mais... Très peu de gens savaient ce que c'est qu'un train. Ouais, Ils bon, ne comprennent pas. ouais, c'est un peu aussi le reproche qu'on va lui faire au lendemain de l'indépendance, c'est-à-dire de ne pas être très comme Mouloud Feraoun, avoir un style beaucoup plus simple, etc., d'avoir une écriture un peu plus sophistiquée. Bon, mais c'est en fait, je crois que lui, il voulait être le plus possible précis. Justement, par rapport à l'écriture mamérienne, c'est-à-dire qu'il y a des textes, effectivement. Moi, ce qui m'a surpris et interpellé, c'est que il y a une dimension tragique, mais d'une lucidité extraordinaire. C'est quand je lis, par exemple, le texte de La Meute, que vous pouvez lire, puisqu'il a été réédité, je crois, par les éditions Découvertes. Moi, j'ai trouvé un texte, par exemple, où il parlait des manifestations de joie au
lendemain du vote massif pour le référendum de l'autodétermination algérienne en juillet. Et c'est-à-dire qu'en ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient un peu dans le silence, c'est-à-dire qu'il fallait verser dans l'enthousiasme, etc. Et que Mamri tempérait parce qu'il disait les lendemains de fête, il y a des lendemains aussi qui déchantent. Et là, il écrit un texte, parce que souvent les gens me disent, mais c'est pas possible, je dis c'est lui qui l'a écrit, c'est pas moi, c'est pas une interprétation que je fais, c'est son texte. Donc je vais vous lire ce qu'il dit. Hein. Alors que les foules exultent et défilent dans les grandes villes et les bourgades dans les liesses populaires, célébrant la libération du pays, les appétits s'aiguisent, prélude aux inéluctables confrontations politiques. Le romantisme se fut un temps, alors que se dessinent les grandes manœuvres. Le peuple meurtri, exsangue, épuisé par 7 ans de guerre, semble comme pétrifié et frappé de stupeur, assisté impuissant aux affrontements sanglants entre frères d'hier. Ça, c'est dans la traversée. D'où le leitmotiv resté célèbre d'une population impuissante et médusée. C'est Bassine le Barakat. 7 ans de guerre, ça suffit. Tout le monde, enfin les gens qui ont un certain âge se rappellent. Alors, dans ce texte-là, la meute, je ne sais même pas pourquoi il l'a appelé là, Mamri évoque ces moments historiques de fraternité, de sentiments de fierté retrouvés, de souffle de liberté tempéré par une impression d'inquiétude et d'angoisse qui planait. L'ALN, l'armée de libération nationale, y est réunie face à l'occupant, se déchire face aux appétits de pouvoir. Donc vous voyez, alors il écrit, et là je cite la traversée, le jeu était absurde. Et comme le peuple ne savait pas le dire avec les mots, alors il imagina de le dire avec son corps. Et ça, pour ceux qui s'en rappellent, même Mohamed Harbi en parle, l'historien, le peuple se coucha par nappes sur les routes, les tanks de tous les points cardinaux ne pouvaient plus passer sur l'asphalte sans d'abord leur passer sur le corps. Alors, l'indépendance de l'Algérie. Et puis, il imagine aussi, comme dans la Cité du Soleil, un prophète. À partir de demain, donc c'est quelqu'un qui vient, il y a la foule qui danse, il va leur parler. Il leur dit, à partir de demain, l'aube, vous êtes libres. De tous les points d'Algérie, par procession folle, par caravane lente, il s'était porté vers Alger. Pendant 3 jours et 3 nuits, la grande ville devient caravansérail. C'était plus beau que théâtre. Seuls les responsables du FLN allaient d'un bout à l'autre de la ville. Ils avaient l'air très affairés et se mêlaient rarement aux danseurs. Quelques-uns encore portaient comme hier leur mitraillette en bandoulière. Tout le monde était désarmé, sauf les gens du FLN qui avaient encore leur mitraillette en bandoulière. Plus tard, un des responsables du parti invitait les danseurs à rentrer chez eux. Le temps de la danse est passé. Maintenant, nous allons bâtir l'Algérie nouvelle. Celle des hommes libres, dit le prophète, organisée, dit le responsable du FLN. Et puis un maître d'école se leva et demanda, est-ce que les Algériens pouvaient être à la fois libres et organisés? Ah, le responsable du FLN dit, ah non, la question est hors sujet, hors de saison, hors de sens. Puis il se tourna vers la foule, il leur dit, soyez vigilants, méfiez-vous des provocateurs, parce que celui-là c'est un provocateur. Dépistez-les, dénoncez-les à l'organisation, elle s'en occupera. Tous cherchèrent des yeux le prophète, mais il avait déjà disparu. Le peuple mit longtemps à sortir de l'hébétitude. D'abord, il ne trouvait plus les gestes. L'armée, pendant des mois, leur avait ou mesuré ou interdit le couvre-feu, laissé passer les papiers, les gardes, les perquisitions. Il fallait apprendre aux membres engourdis le mouvement. Maintenant que l'ennemi n'est plus là, les grands chefs se sont mis à continuer entre eux les grandes manœuvres. Le romantisme était mort quelque part entre Tlemcen et Tizi Ouzou. Il restait les exécutants sérieux. C'est extrait de la meute. En fait, c'est un témoignage sur les lendemains d'indépendance, et puis même, je veux dire, avant, de Mahmoud était un peu en porte-à-faux avec une sorte de discours qui était contre lui. Quand il a fait la colline oubliée, on lui a fait tout un procès, enfin, un mauvais procès d'ailleurs. Parce que je crois qu'il était un témoin, mais un témoin objectif de sa société. Et il voulait la décrire, la raconter, mais avec une certaine distanciation. Parce qu'il voyait un peu plus loin. On a voulu le réduire à
sa câbilité. Ou, village. oui, mais en fait, il avait, je crois, de par sa grandeur d'âme, si je puis dire, il avait un point de vue beaucoup plus large. Il ne voulait pas rétrécir le champ de vision. Je crois que, Ben, toi aussi, tu peux en parler. Non, je vais dire juste un truc par rapport à la colline oubliée. Ben, il faut se rappeler que, d'ailleurs, notre ami Hand Saadi a fait un bouquin par rapport, justement, parce que Mamre a été traîné dans la boue. Quand je relis ce qui a été écrit sur lui, c'est odieux. Il faut lire un peu ça. Et le livre de Hand Saadi, qui a travaillé sur la question, c'est odieux, parce que la colline oubliée, qu'est-ce qu'on lui reproche, figurez-vous? Moi, j'ai lu les critiques. On lui a dit, on lui reproche de parler que de son village, et pas de l'Algérie, comme si le village ne faisait pas partie de l'Algérie. Et le pire de tout ça, c'est que ceux qui ont été instrumentalisés pour traîner Mamre dans la boue, un des virulents, c'était Mohamed Chlif Sahli, qui est aujourd'hui décédé. Il avait dit, il reproche à Mamre de ne pas parler de la conscience nationaliste algérienne que de parler de son village, d'Azid, de Moukaran, etc. Et donc, en ce moment-là, Mamre parlait d'identité, de culture, d'histoire, mais vers une projection vers le futur. Et pour finir sa phrase, dans son pamphlet de Mohamed Chlif Sahli contre Mamre, il l'accusait de ne pas avoir, entre autres, mais vous aurez le temps de le lire. Moi, il y a une phrase que j'ai retenue, que je vous le livre. Il disait de toute façon, tel que c'est parti, tu seras le dernier des Mohicans. Que c'est chez Mohamed Chlif Sahli qui dit ça à Mamre. Et Mamre, il répond, il dit, je préfère être le dernier des Mohicans que le premier des traîtres. Oui, en fait, aussi, on avait remis en question, par exemple, sa participation à la guerre de libération. Donc, en fait, quand j'ai fait un colloque en 87 sur Frantz Fanon, il y avait, entre autres, Mohamed Yazid, qui faisait partie du comité d'organisation, et qui lui a rendu un grand hommage parce que c'était le texte d'Amoumoud qui avait été lu à l'ONU concernant l'Algérie. Mohamed Yazid, qui était le représentant à l'ONU de l'information du GPA, gouvernement provisoire. Donc c'était Taousdir qui avait fait le lien pour transmettre ces textes à Mohamed Yazid. Oui, donc je te redonne la parole. Oui, Delmolle, d'ailleurs, c'est vrai, il ne parlait jamais de sa participation à la guerre de libération. Ça a été toujours les autres qui se sont obligés d'en parler, comme le cas de Mohamed Yazid. Lorsqu'il y a eu les événements de 80, où on lui a interdit de faire une conférence sur la poésie ancienne de Kabylie. Et bon, ils lui ont interdit ça, et ça a été l'élément déclencheur de ce qu'on appelle maintenant le printemps berbère de 1980. Voilà. Mais même auparavant, je ne sais pas, je crois que ça a commencé peut-être même, bon, avec la colline oubliée bien sûr, mais par la suite, après l'indépendance, il a été président de l'Union des écrivains algériens. Ça a été le premier président de l'Union des écrivains algériens. Mais il n'est pas resté longtemps à partir du moment où cette union, on l'avait rattachée au FLN et il ne voulait pas que ça soit une institution dépendante du politique. Il voulait que ça soit une institution libre. Voilà, pour faire son travail. Et il a quitté cette union qui est finalement devenue plus une union
des écririens qui protégeaient leurs intérêts plus que qui protégeaient plus leurs intérêts personnels pour se faire publier, etc., plutôt que l'intérêt de la culture et de la littérature en général. Je pense aussi à un truc qu'ils lui ont fait. À un moment, le ministère de l'Éducation avait inscrit l'opium et le bâton dans le programme scolaire. Donc, ils ont fait une édition spéciale. Alors, et ça, c'est Delmouloud qui me l'a raconté, et maintenant, je crois que l'ouvrage est toujours, on le trouve toujours sur cette version. Ils lui ont remplacé une lettre dans le roman, une lettre qui change tout le sens qu'il voulait donner au roman. C'est à un moment, le héros qui écrit à Ito, le héros est un Algérien, berbère algérien, qui écrit à Ito, une berbère marocaine. Et il lui écrit: j'aurais voulu t'écrire dans ma langue berbère. En berbère. J'aurais voulu t'écrire en berbère. Et ils lui ont changé un B par un G. Ça devient en langue bergère. Oui. C'est un truc. Oui. Voilà. Oui. Enfin, peu importe. En tout cas, la seule lettre qui change tout le sens d'un roman. Et j'avais lu ça aussi à l'époque, la CIA, à l'époque de la guerre du Vietnam, la CIA achetait des romans de grands auteurs pour leur changer comme ça des mots ou des lettres, etc., pour changer le sens de l'œuvre. Voilà. Oui, en fait aussi, Rajdi va prendre ce roman, L'opium et le bâton, et il va en faire sa sauce. Il va dénaturer le roman, il va supprimer des passages, il va changer des noms. Le colonel Ami Rouge, par exemple, il va le gommer parce que c'était le colonel Ami Rouge. Et puis toute la dimension berbère va être supprimée parce que l'époque c'était le monolinguisme. Le monolinguisme qui a toujours cours en Algérie d'ailleurs, parce que une seule tête, un seul chef, un seul parti, enfin, ça renvoie à beaucoup de choses d'ailleurs. Et pour continuer donc sur le théâtre, je crois que tu voulais rajouter des choses. Ce que je voulais dire surtout, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, après, je pense qu'on ne va pas priver le public éventuellement d'en savoir un peu plus sur certains aspects. Moi, ce que j'ai trouvé dans Marbri, c'est qu'il a une langue intérieure, une langue qui est un peu originale à la fois dans l'écriture, comme les textes que nous venons de lire, ou les poèmes qu'elle est ben. C'est extraordinaire parce que il y a à la fois Marbri est en lien avec la mémoire, non pas dans un réflexe passéiste, mais à chaque fois la mémoire est articulée au présent. C'est-à-dire qu'il y a une vision à la fois tragique et dramatique de rattacher le présent sans perdre la perspective. Et on voit par exemple ces héros, ils sont à chaque fois, et il n'a pas une vision un peu puritaine des choses ou une vision binaire comme le disait notre ami, c'est-à-dire que les héros de Marbri, ils essayent de refléter la réalité. On voit par exemple, puisque tu cites L'opium et le bâton, moi j'ai échangé avec Marbri sur ça, comme tu le disais si bien, c'est-à-dire que Marbri disait c'est un western, c'est-à-dire qu'il a une vision binaire, on avait les méchants d'un côté, les plus gentils sont de là, et puis on nous présentait les Français, c'est-à-dire c'était lâche, c'était peureux, etc.
Donc les gens qui ont vu le film me disaient, si c'est comme ça, on s'étend que la guerre ait duré 7 ans et demi, elle aurait dû durer 6 mois. Hein. À cette allure-là, on aurait pu être libre plus tôt. Et Mamri redonne justement, quand on voit le rôle joué admirablement par Rouchot, justement, il me dit heureusement qu'il y a celui-là, qui a sauvé un peu, il donne un peu d'authenticité. Et puis, le renégat, le traître, etc. Donc, il avait un rôle dans le village, parce qu'il y a un moment, quand Rouchid se rend compte. Rouchid joue le rôle du traître. Oui, c'est Taïeb, il s'appelait Taïeb. Et à un moment d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un peu l'aspect humoristique, parce que le capitaine Massilia qui lui dit, explique, il a rassemblé les gens du village, explique-nous, avant de bombarder le village, quand même on évacue la population. Nous ne sommes pas des sauvages, nous sommes une civilisation. Et puis il dit, allez Taïeb, traduit. Et puis Taïeb n'avait pas très bien suivi, il dit, nous, on est une civilisation sauvage. C'est dans le film. Hein? Et à un moment, à quel moment Taïeb prend conscience que son statut de héros, finalement, pour l'armée française, rien ne le distingue des autres indigènes. C'est au moment où il voit le bombardement de Tala et que l'armée française ne va pas épargner sa maison. Donc il y a ce lien de rattachement à la terre. Et c'est à ce moment-là, si vous voyez, les tentatives qu'il fait pour se rapprocher de Demouhand, par Dieu, par le paradis, pardonne-moi, etc. C'est un très beau texte, et dans lequel la terre semble exercer une force d'attraction sur Taïeb qui va tenter de se rapprocher sur les tiens. Et à un moment d'ailleurs, au moment où les salves de canon vont partir, ils vont pulvériser le village, Taïeb parcourt le village. Il va voir Demouhand, il voit et il voit surtout, si vous vous rappelez bien, Farouja. Farouja qui tient le corps d'Ali, qui est mort, et lui parle. Et donc il disait, Mamri parle la langue des vivants et des morts, mais il essaie aussi d'en soigner les blessures. Parce qu'il disait à son aimé qui est mort, c'est comme si la mort avait libéré la parole. Et c'est extraordinaire comme texte, et tout ça n'a pas été repris dans le film. Et quand on lit le roman, quand on voit le film, on avait extrait les événements, mais pour leur faire une traduction un peu chevaleresque, donc on a les héros, etc. Puis voilà, glorifier un peu. Et Mamri, une dernière chose, c'est que Mamri ne glorifie pas la mort. Quand il disait, Ali Moudouak, si vous vous rappelez, c'est comme si on avait glorifié la vie, que le but de la révolution, c'est la vie, c'est pas la mort. Donc Mamri restitue la vie plutôt que la mort. Voilà un peu les éléments que j'ai retenus. Donc avant de vous donner la parole pour les questions, je voudrais vous lire dans un texte de Zemmour que dans l'entretien qu'il a eu avec Djaoud. Lui, en tant que parent, il l'appelle Demoumoud. Il veut l'appeler Demouloud. Oui, c'est ça. Quand je regarde en arrière, je n'ai nul regret. Je n'aurais pas voulu vivre autrement. De toute façon, un fantasme n'est jamais que cela. Je ne me dis pas, j'aurais voulu être un citoyen d'Athènes au temps de Périclès, ni un citoyen de Grenade sous les embarcérages, ni un bourgeois de la Vienne des Valses. Je suis né dans un canton écarté de hautes montagnes, d'une vieille race qui, depuis des millénaires, n'a pas cessé d'être là, avec les uns, avec les autres, qui, sous le soleil ou la neige, à travers les sables garamantes ou les vieilles cités du Tel, a déroulé sa saga, ses épreuves et ses fastes, qui a contribué dans l'histoire de diverses façons à rendre plus humaine la vie des hommes. Les tenants d'un chauvinisme souffreteux peuvent aller déplorant la trop grande ouverture de l'éventail. Hannibal a conçu sa stratégie en punique. C'est en latin qu'Augustin a dit la cité de Dieu, en arabe qu'Ibn Khaldoun a exposé les lois des révolutions des hommes. Personnellement, il me plaît de constater dès le début de l'histoire cette ample faculté d'accueil. Car il se peut que les ghettos sécurisent, mais qu'ils stérilisent, c'est sûr. C'est par là que je voudrais finir. Le nombre de jours qu'il me reste à vivre, Dieu seul le sait. Mais quel que soit le point de la course où le théâtre m'atteindra, je partirai avec la certitude chevillée que, quels que soient les obstacles que l'histoire lui apportera,
c'est dans le sens de sa libération que mon peuple, et à travers lui les autres, ira. L'ignorance, les préjugés, la culture peuvent un instant entraver ce libre mouvement, mais il est sûr que le jour inévitablement viendra où l'on distinguera la vérité de ses faux semblants. Tout le reste est littérature. Il y a un texte très beau dont on ne parle pratiquement jamais. C'est un texte où il montre son côté anticolonialiste vraiment extraordinaire. C'est le texte du film L'aube des damnés, officiellement tourné par Rachdi. Enfin oui, justement, comme il y a des doutes, je dis officiellement. Voilà. Et ce texte, Mamri affiche sa couleur claire et nette. Quoi. Et il y a aussi, je voulais rappeler une chose, quand le banquet est sorti, Del Mouloud avait remis l'ouvrage à un ami, enfin, ami peureux, qui travaillait à Al-Moudjahid pour en faire une critique. Cet ami l'a donné à son chef, a donné le bouquin à son chef, et Al-Moudjahid avait publié une douzaine de lignes où ils ont vraiment massacré l'œuvre en lui reprochant à Del Mouloud pourquoi il est allé parler des Aztèques au lieu de parler des Touaregs, par exemple. Sauf que s'il avait parlé des Touaregs, le livre aurait été censuré avant qu'il le mette à l'éditeur. Voilà. Mais, heureusement, qu'il y avait quand même des intellectuels honnêtes, des journalistes honnêtes. Une semaine ou 2 semaines après, il y a eu Algérie Actualité qui a publié une critique de l'ouvrage, une critique digne de ce nom, publiée par Algérie Actualité et signée par le regretté Malik Alloula, qui n'était pas kabyle. Il était oranais, alors que celui auquel il avait remis l'ouvrage était kabyle, pour montrer que enfin, ce qui se passait dans les coulisses de l'époque et de toutes les difficultés qu'a eu Del Mouloud, mais malgré tout, il a continué son travail au niveau du CRAP. Il a fait un travail monumental. Il a créé une équipe, d'ailleurs, qui la plupart continuent son travail. Il y a par exemple Rachid Bellil, qui devait être avec nous ici, continue le travail de Del Mouloud sur Timemoun, sur il vient de publier 2 recueils de contes, enfin lui, ça fait 4 ou 5 ans, ça commence, qu'il a publié 2 recueils de contes de toutes les régions de berbérophones. C'est un travail aussi d'une grande valeur, malheureusement encore qu'on ne peut trouver qu'au CNRPH. Voilà. Voilà. Non, mais il faut dire par exemple, moi je voulais dire aussi que vous prenez, puisque tu cites le banquet, il faut savoir que le banquet a été publié en 82 aux éditions Perrin de Paris. Et moi je l'ai cherché, il a été épuisé, j'ai même appelé Perrin parce que j'ai fait un ouvrage, donc il fallait que je lise le banquet.
Et j'ai trouvé, à Alger une fois, il a été publié par une petite maison d'édition de médias. Petite maison inconnue. Et c'est là que j'ai retrouvé le banquet qui a été réédité, je crois, vers 2010. Mais depuis, les éditions Perrin ont épuisé, ils n'ont pas réédité. Et j'ai trouvé que c'était dommage parce que c'est un bouquin qui n'a pas fait vraiment l'objet ni de recherche, ni qui est resté pratiquement, mis à part, là on parle souvent du texte, l'amour absurde des Aztèques, en oubliant que l'amour absurde des Aztèques, c'est juste un texte de présentation et que le gros du bouquin, c'était la pièce de théâtre, le banquet. En fait, il disait que derrière même la signification du banquet, c'est-à-dire en fait c'est un festin. Donc il disait voilà un peuple, en l'occurrence les Aztèques et les Mayas, tout ça, qui ont perdu la mémoire de ce qu'ils étaient, que les Espagnols sont venus assassiner, tuer, détruire leur temple, leur histoire, leur culture, etc. Et pour en revenir à ce que disait Ben, il faisait des références dans le banquet au monde berbère, mais de manière insidieuse, c'est-à-dire dans les échanges entre les comédiens, tout ça. Il faisait par exemple, on parlait de temps en temps, on voyait parler des Iforas, qui est une tribu touareg, dans le banquet. Alors on se dit, mais là on est au Mexique, qu'est-ce que font les Iforas? Il faut comprendre justement qu'il faisait allusion. Il disait, les Aztèques ont disparu avec nous, peut-être qu'ils ont eu la malchance de venir avant, mais nous, tel que c'est parti, on a des chances aussi de pouvoir partir si on ne préserve pas la mémoire de ce que nous sommes. Voilà, merci. Damoud était, bon, je veux dire, c'était pas simplement l'intellectuel, mais c'était aussi un bon vivant. Il aimait la musique, il adorait la musique. Et enfin, je me rappelle, enfin, c'est un truc anecdotique en famille, quand c'était moi qui ramenais les musiciens, il me disait, ah, c'est sûr qu'on va passer une bonne soirée. Donc, comment on va terminer en musique, évidemment, il y a Saïd et son équipe qui vont terminer cette soirée, cet hommage, parce que je crois qu'on a dépassé un peu le temps. Ouais. Oui, donc alors, il y a des ouvrages qui seront disponibles en haut pour ceux que ça intéresse. Sinon, bon, c'est dommage qu'on ne puisse pas donner la parole à tout le monde. À moins que quelqu'un veuille intervenir, non? Bah, sinon, on va laisser la place à... Voilà. Il y a quelqu'un qui vient là. Au fond, Je prie. Ok, je vais juste apporter un témoignage sur Mahmoud à propos de son endurance physique et de ses qualités de marcheur que tu as évoqué, Ben. C'était à l'inauguration de la stèle du 1er novembre à Iri-les-Moulins. J'étais avec mon père qui marchait avec sa canne péniblement. On a pris par les champs. Et à un certain moment, il y a un type qui arrive. Quand c'était Dan Mouloud, il arrive comme un cabri. Il sautait. Mon père, il regarde, il me dit, tu vois, voilà, lui, il est encore jeune. Je lui dis, non, il est plus vieux que toi de 6 ans. La seconde image que j'ai de lui, c'est qu'un jour, il est arrivé à la Révolution africaine, à un moment de la presse. Révolution africaine était à gauche. Et donc, il avait même le droit d'aller stationner dans la cour de Révolution africaine, comme moi d'ailleurs, parce que je faisais une chronique à la Révolution africaine quand il était vraiment progressiste. C'était la période progressiste de Révolution africaine. Et donc, on discutait, je lui ai dit, comment ça se fait, tu as toujours ta vieille tonus, là, cette vieille guimbarde. Et arrive Boktash, sur ses entrefaites, et il lui dit lui aussi, si tu vois sa voiture, elle est pire que la tienne. Et je lui ai dit justement, parce qu'il venait de me faire la préface de La Terre et le Sang. Je voulais le voir pour la colline oubliée. À l'époque, on avait créé la collection à Nice.
avec, sous l'égide de l'ENAC, avec Mohamed Ben Mansour qui était l'égide de l'ENAC, et on avait réédité La Terre et le sang de Mouloud Feraoun, et c'est lui qui avait fait la préface. Mais on ne pouvait pas rééditer La Colline oubliée parce que l'auteur était vivant. C'était contraire aux avenants de l'UNICEF, de l'UNESCO. Et donc, on s'est donné rendez-vous pour faire une espèce de recueil de nouvelles. C'est l'Algérien et sa voiture. Et quelques mois après, j'ouvre l'Orient, j'étais au Liban, j'ouvre l'Orient le jour. Il était ouvert, la première page d'ailleurs, c'était sur l'installation du premier truc iranien. Il venait de s'installer, c'était déjà l'avant-garde du Hezbollah, c'était juste la fin de la guerre civile. Et je regarde le journal, la dernière page, c'était l'Orient le jour, Mouloud Maghri se tue en voiture. Et j'ai appris plus tard qu'il avait changé de voiture, qu'il avait acheté une voiture neuve. Et c'est avec ça là qu'il se tuait. Il n'était pas dans Je voulais juste ajouter un petit truc à propos de La Colline oubliée. C'est que le fait, les gens qui ont attaqué La Colline oubliée ont oublié un détail qu'ils ont ignoré, c'est que Taha Hussein, l'écrivain égyptien, avait encensé le roman. Et dès qu'on leur disait, alors qu'est-ce que tu dis si Taha Hussein, ça leur fermait, ils n'avaient plus d'argument. C'était terminé. Et bon, d'ailleurs, je remercie Hamid Saadi, c'est lui le premier qui a rendu public. C'est un beau ce texte de Taha Hussein sur. Sinon, personne ne l'aurait lu. Oui, vous voulez dire quelque chose? Bonsoir. Il y a 36 ans, le 3 mars 89, c'est-à-dire, je sais pas, 5 jours après la mort d'El-Mouloud. Donc c'était un vendredi, c'était un jour de repos au pays. Et donc, voilà, je suis allé à notre jardin. C'était le printemps. Les champs fleuris. Là, je dis, je vais écrire, c'est le moment d'écrire sur Del-Mouloud. J'avais écrit donc un poème en kabyle. Donc, il n'y a que le titre qui est en français en fait. Une prière pour Del-Mouloud en ce premier vendredi qu'il passe sous la terre. ثموت شجرة وزمور ثلوث ورند زمرين يموت الثبور في نار الربيع يتفلسف بميت جيل أشحال من وار يكفحن أشحال ولاو يكفحن مديناس يوت الزيسن تبريل 89 هات ذا الخوف العشاء نغمي طاف تستسمين نغمي طاف تستسمين جو ريبيت excusez-moi ثموت الشجرة زمور ثلوث ورند زمرين يموت الثبور في نار الربيع يتفلسف بميت جيل أشحال من وار يكفحن أشحال ولاو يكفحن مديناس يوت الزيسن تبريل 89 هذا الخوف العشاء نغمي طاف تستسمين سقسيت مزوين أشحال فودو يسلمن سقسيت في دولار أشحال عقينا يديرسن يفسني وشحال رفدن أشحال يدقرن على رفدن نك كان ديك زال يخدمو أنه اللي قتلان القطن ميدوطون نختارون يتبين من سن يتبين ذي ضواليا يسلين غزر زور أشحال يقطع البحور يسعى في تتمييزن تصبوش ضيفي وشرن للمحال نكتياغن ولو كان بابا يموت ولا يثمون في المصريين نكذاغن بابا يموت يثنغن ذي صيادن جثيي غادروغين شكرخكم ذي رقزن تموت الزمو في المقام شحال شماعين يدي زورن سبروفور جتبلار تقبيلي في الدقارة وقواضا يصغرن غسكن بصح نحزن يا ونخدم نصوم يا النظام
الصبر غصم الوزراء الفراونا الجن الفهم. Donc on va passer à la musique et puis Saïd on prend le volet. Vous allez devoir céder place. Donc ils vont rendre hommage d'abord à Damoumoud et puis les musiciens, je parle des musiciens, et Saïd Mani. Alors on peut faire une grande dédication au haut. Moi j'ai pas beaucoup d'ouvrages, mais bon, déjà ça donnera une idée sur tout qui s'intéresse. Justement, j'avais fait une bonne idée. ايوه 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 Alors, je faisais signe, je ne voyais même pas. ايوه يس ايوه يس ايوه يس ايوه يس 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 ايوه يس 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 تنادي جنوا ويسنن دثري يزيري يضوى تسردي زكوا ويسمع تتوالي نبرد ديما فات بيغيك الخزمة بوجر نوسان ينادل وسمي غنوي السينما بفرقي الصلاة لا يتروك إني نقي تتليني
عندك الران أنا ذاك الجان وسنان ويتري لقيت تسيلي وسنان ويتري لقيت تسيلي نساوني أنا مكان ونظراني ذات نسيت توريد ميمون اندف اللجون للنيت تمرني سني هلكن والفنار يترقون يطلب وسمي عيني غد حكون يمغرنك سفرون لكني يتوتون لني تنتوري غفلك شفون ولم كرك محون ولم كرك تسون رسول شيك عندك الران أنا ذاك الجان وسنان ويتري لقيت تسيلي وسنان ويتري لقيت تسيلي نساوني أنا مكان ونظراني ذات نسيت ولا سند
ودميت نسمني وندلي حرفة الشوق سيسمي كبراتي سقمي تغير فرحة غي من اللي غدمي فرحة غي من اللي غدمي Oh
لكن الهم أردت يلوث مارس غلي سير بيت أتتسو قدراني كرتان روح ولما تكت الهوى أنا ذاك نزور الشيخ محمد يا مغار عادي يسدين هنا كرتان روح ولما يكاد الحزان أنا ذاك نزور الشيخ محمد يا مغار يوسف وين تسافر